Effectivement, beaucoup de gens qui ont été jugés ont mal été jugés ou ont été jugés à des peines ridicules. Très peu de nazis, notamment autour du camp de Auschwitz. Alors, on va parler maintenant d'un événement historique aussi très important dans l'histoire de cette période de la Shoah, ou plus exactement après la Shoah. C'est le procès d'Eichmann en Israël. C'était en 1960, un procès qui a fait beaucoup de bruit ici en Israël et dans le monde entier, qui a été en fait une page d'histoire pour révéler les atrocités des nazis pendant cette période. Et de nombreux documents ont été révélés au grand public ces derniers mois. Certains ont été publiés parce qu'ils ont été désarchivés. Exactement, en fait. Ils n'étaient pas connus. Ils étaient en tout cas connus que des personnes qui étaient impliquées dans le procès. Et nous allons en parler ce matin avec notre ami Shlomo Balzan. Shlomo, bonjour. Bonjour. Alors, ce procès, d'abord, on va le resituer. C'est un procès qui a fait beaucoup de bruit, hein, bien entendu, parce que c'était un moment où on a vu des victimes, des rescapés de la Shoah témoigner. C'est des témoignages poignants. Mais à côté de ces témoignages, il y avait aussi des pièces très importantes, des documents qui ont été donc trouvés après la guerre, après la Shoah, dans différents endroits, en particulier en France, on va sans doute en parler, qui étaient en fait des pièces à conviction. Des exterminations industrielles, on va dire, étaient prouvées, en tout cas sur le papier, et sans ces documents, eh bien, jamais Eichmann n'aurait pu être condamné. Oui, c'est vrai, le procès d'Eichmann a déclenché beaucoup de choses. Premièrement, il a libéré la parole des rescapés de la Shoah. Jusqu'en 1960, jusqu'au procès d'Eichmann, on ne parlait pas trop de la Shoah. Les gens qui survivaient avaient eu honte de survivre alors que leurs familles ont été assassinées. Et tout d'un coup, la chose la plus importante qui était pendant le procès, c'était les témoignages. Et tout d'un coup, la parole des victimes a été entendue d'une façon extrêmement forte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pendant le procès, on a utilisé beaucoup de documents qui ont été retrouvés. Je crois que pendant le procès même, il y a à peu près 1500 documents qui ont été utilisés réellement par les parties civiles. Et on découvre à ce moment-là ce qu'on appelle la Shoah ce que j'appelle la Shoah en papier, c'est-à-dire qu'est-ce qui se cache derrière une administration incroyable. Eichmann était au début au bureau 4B4 de la Gestapo chargé de l'émigration des Juifs. Il ne faut pas qu'il y ait de Juifs en Allemagne et en Autriche. L'émigration a échoué parce qu'aucun pays voulait des Juifs. C'est aussi un truc qu'il faut dire, après la conférence d'Évian notamment. Et on a découvert beaucoup de documents. Mais il faut savoir lire ces documents parce que pas tout est clair. C'est tout dans un langage plus ou moins calfeutré. Solution finale, déplacement vers l'Est et ainsi de suite. Alors que derrière chaque phrase, il y a des choses terribles. Un des documents qui est le plus terrible, c'est les échanges entre Eichmann et Rothke, R-O-T-H-K-E, qui était le chef de la Gestapo, un des chefs de la Gestapo en France, notamment ce qui concerne la déportation des enfants, les petits-enfants. Au début, il y a un problème. Rothke dit que les Français sont pas tellement pour qu'on déporte les enfants. Ensuite, il dit oui, ils sont pour. Bon, il faut remplir les trains. Parce que ils sont pas du tout contents au début du nombre de trains qui arrivent dans les camps de la mort, notamment à Auschwitz. Alors, il y a des échanges de lettres et on a ces lettres-là. Maintenant, il y avait un secrétaire de Eichmann, qui est un beau jeune homme d'ailleurs, très beau, très mignon comme ça. Il s'appelle Frank Novak. Et ce fameux beau jeune homme était l'adjoint de Eichmann. Il a organisé 707 trains. Alors, j'ai regardé combien ça fait 707 trains. C'est à peu près presque un peu plus d'1 million de personnes, même moins de 2 millions. C'est incroyable. Derrière chaque ligne, nous, on sait ce qui se passe. Ouais. On le découvre maintenant. Et ça, c'est des documents qui sont d'une valeur extraordinaire pour compléter
l'image générale. Donc, alors à côté ou en parallèle à cette Shoah industrielle que tu décris, Shlomo, on voit aussi dans ces documents que c'est un peu atroce de le dire, mais que Eichmann avait le soin du détail, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment, il cherchait des fois des personnes spécifiques. Je crois qu'on a donné l'exemple d'une personne qui se trouvait à Nice. Oui, Weiss. Ouais. Alors que pendant sa défense, Shlomo, au contraire, il se montrait comme un exécutant, point. Oui, la grande défense de tous les nazis à tous les rangs était: j'ai obéi à des ordres. Moi, je suis pas responsable, on m'a donné des ordres, j'ai pas à discuter des ordres, je fais des ordres. Mais plus on étudie les documents, plus on découvre qui est Eichmann, la personnalité même de Eichmann. Et tout d'un coup, on découvre la personnalité de qui c'était tous ces gens-là. Il y a à Yad Vashem particulièrement, on donne beaucoup de cours sur qui sont les nazis, qui sont les assassins. Et on trouve des gens normaux. Par exemple, Rudolf Hess, le patron de Auschwitz, eh bien, il a sa femme et 5 enfants qu'il élève à Auschwitz, même dans une très belle villa qui est en face du crématoire. Mais il continue à être un bon père de famille. Il y a une petite piscine dans la cour. Donc, il y a des contradictions terribles. C'est qui ces gens-là? Alors, ce que moi, je répète, que les nazis sont pas du tout des monstres qui sont venus de la Lune. C'est des gens normatifs et normaux. Et c'est ça le problème. Qu'est-ce qui se cache derrière ces gens normaux? Comment un système peut faire en sorte, sous prétexte d'obéir à des ordres et ainsi de suite, comment on passe toutes les limites de l'humain? Et derrière chaque document, on voit bien et la personnalité de Eichmann. Bon, il y a aussi des documents ou des conversations téléphoniques qui étaient notées, où Eichmann, il hurle, il est très sauvage, il donne des ordres, il aime pas qu'on lui dise non quand un officier doute un peu de ce qu'il faut faire. Non, ça montre un peu le régime nazi et cette administration. Ce qui se cache derrière tous des fiches administratives montre un peu, démontre très bien ce que sont les nazis et le système nazi. Alors, pour ceux qui ont eu la chance de regarder les archives vidéo du procès, on voit au contraire un homme à l'opposé de ce que vous êtes en train de décrire, Shlomo, très sage, très calme, qui minimise complètement son rôle, alors que ça veut dire que vraiment sans ces documents-là qui ont été trouvés, d'ailleurs je ne sais pas si vous le savez, si vous pouvez nous le dire, ce serait génial, jamais il n'aurait été condamné, jamais. Non, regardez, après la guerre, il n'y a finalement pas eu tellement de procès. Il y a eu beaucoup de procès, mais par rapport au nombre d'assassins, il y a eu très peu de procès. Par exemple, le procès qui concerne les assassins du camp de Belzec, où quand même sont morts plus d'un demi-million de juifs, moins de 600 000. Il y en a qui ont eu des peines de 4 ans, de 5 ans, de 10 ans maximum. Il y a eu même, c'était incroyable. Il y avait tout un système de défense. Ça, je ne savais pas. Moi, j'ai transmis des ordres. On m'a dit de faire monter des gens dans un train. Je ne sais pas où vont ces trains, et ainsi de suite. Et effectivement, beaucoup de gens qui ont été jugés ont mal été jugés ou ont été jugés à des peines ridicules. Très peu de nazis, notamment autour du camp de Auschwitz, ont été réellement condamnés. Il y a quelques grands chefs et ainsi de suite, pour donner l'exemple. Mais en gros, c'était pas Demagnoux qui s'en est tiré, par exemple. Bien sûr. Pour une erreur une erreur technique. Bon, bref. Et il aurait pu peut-être s'en tirer, Eichmann. Mais là, l'accumulation des preuves. Mais pendant le procès, il reste calme, il bouge pas, il n'a aucune expression du visage. On pense, bon, c'est un fonctionnaire un peu idiot. Exact. Ouais, c'est ce qu'il a voulu jouer. Mais quand il y a des témoignages qui montrent qu'en fait, ces gens-là, en eux, avaient une grande haine des Juifs, bien sûr, de l'humanité, et ils voulaient absolument obéir aux ordres
aux ordres. Alors ces documents, Shlomo, sont disponibles, c'est-à-dire que on peut les consulter aujourd'hui. Le grand public peut les consulter déjà? Je sais pas encore. Faut que je vérifie. Je sais qu'il y a beaucoup de. Ça commence à être diffusé. Il paraît qu'il va y avoir une exposition avec Foussot, je crois. Mais faut que ça, je sais pas encore. Je sais pas encore dire quels documents vont être choisis parce que c'est des milliers de fiches mais on va commencer à découvrir petit à petit ce qu'on appelle l'administration nazie. Qu'est-ce qui se cache derrière chaque lettre? Par exemple, on a découvert des ordres de Oswald Pohl, POHL, qui était le responsable économique du Reich, de la SS. Et il y a des lettres incroyables, comme quoi combien on gagne du travail d'un ouvrier dans les camps de travail. Et c'est incroyable. C'est-à-dire qu'une firme qui veut avoir un esclave de la SS doit payer à la SS. Ouais. Il doit payer à peu près 6 Reichsmark, mettons 6 €, parce que ça coûte tant et tant d'employés. C'est-à-dire qu'il y avait aussi toute une organisation économique dont on parle peu par rapport aux déportés. Oui. Il y a deux formes de nazis. Il y a les nazis idéalistes qui disent on va tuer le plus grand nombre de juifs possible, le plus vite possible. Et il y a les nazis pragmatiques qui disent pourquoi tuer les juifs? Alors Siemens, Hugo Boss, Lufthansa, Bayer, Mercedes, Volkswagen, tous ces gens-là, Bayer, les médicaments, font la queue chez Heydrich ou chez les SS pour avoir des esclaves. Pour avoir de la main-d'œuvre. Pourquoi tuer les juifs? Donnez-nous des esclaves, comme ça on pourra travailler. Et ils ont travaillé, ils ont gagné beaucoup d'argent. On a beaucoup de documents sur les côtés économiques de la Shoah. Et ça, alors Siemens a payé des réparations, d'autres firmes moins, d'autres firmes ont refusé, mais tout le monde a travaillé, tout le monde faisait la queue pour avoir un esclave juif. À quoi ça sert de tuer les juifs? On peut s'en servir comme esclave. Et on a ces documents-là. Le côté froid et économique du Reich. Il y avait tout un business derrière tout ça qui se faisait. Il y a même des gens qui n'étaient pas forcément antisémites, mais l'argent est l'argent et pourquoi pas utiliser ces Alors, vous avez passé de nombreuses années de votre vie, Shlomo Balzan, à chercher, à enseigner cette mémoire pour que ça reste, pour que les gens n'oublient pas. Qu'est-ce qui vous anime encore aujourd'hui? Alors, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est que, premièrement, le fait que après 1989-90, beaucoup d'archives se sont ouvertes au public. Notamment, Serge Klarsfeld a retrouvé les fiches de la police française de collaboration qu'en 1990. Il les a fait ouvrir et on retrouve aujourd'hui beaucoup de documents. Il y a beaucoup de gens très âgés qui me demandent « Shlomo, est-ce que tu peux dire qu'est-ce qui lui est arrivé à ma famille ? Est-ce qu'on peut retrouver des documents sur telle personne de ma famille ?» Et on peut retrouver aujourd'hui des documents. Et ça me passionne d'aider les gens à retrouver. Il y a une dame du côté de Haïfa qui m'a dit, écoutez, j'étais un enfant caché, mes parents, j'étais bébé, m'ont laissé à côté du train, ont jeté du train au dernier moment dans un sac, mais ils m'ont mis une petite fiche avec mon nom et mon prénom, mais je connais pas mes parents, je sais pas le prénom de mes parents. Et en 1990, grâce à Klarsfeld, j'ai retrouvé la fiche de sa famille. C'est émouvant. Elle connaissait son prénom. Donc, je lui ai annoncé qui étaient ses parents, mais j'ai pas trouvé de photo de ses parents. Donc, elle connaît pas aucun visage de ses parents. Et je lui ai dit, vous n'étiez pas toute seule dans le train et vous aviez 2 grands frères, ce qu'il ignorait absolument. Et je lui ai redonné une identité, un âge assez... Ça donne la chair de poule, ouais. Donc, il y a encore du travail à faire pour les familles, bien sûr. Ça me motive. Il y a encore des choses à découvrir. On ne connaît pas tout et au contraire, chaque fois qu'on ouvre des nouveaux archives, des nouveaux dossiers, des nouvelles archives qui étaient ignorées jusqu'à présent, on redécouvre et on redécouvre. Et ça me passionne d'expliquer tout ce qu'on redécouvre à chaque fois. Ok, merci beaucoup Shlomo Balzan. De vacation. Voilà, à bientôt. À bientôt.